Un miroir de 85 ans. Le 5 juin. Différentes années. Différentes histoires. Les 7 premiers jours du mois de juin ont vu certains des événements les plus marquants des 85 dernières années. Les événements qui se sont déroulés à ces dates précises montrent également à quel point la situation du peuple juif a changé de façon spectaculaire au cours de cette période, et ce que cela signifie pour nous aujourd'hui. La première date importante est, bien sûr, le 6 juin 1944, le jour J. Le jour où les Alliés ont attaqué les plages de Normandie lors de l'opération Overlord. Juste 2 jours plus tôt, le 4 juin 1944, Rome avait été libérée du contrôle nazi, et il était enfin clair que le cours de la Seconde Guerre mondiale était en train de changer. Alors que les Alliés débarquèrent sur les plages, des millions de Juifs demeuraient sans défense, piégés dans la phase finale et la plus brutale de l'Holocauste. Une catastrophe qui était la conséquence de plusieurs années de déshumanisation et de diabolisation systématique des Juifs à travers l'Europe. Et même alors même que la défaite était évidente pour eux, les nazis, avec leurs collaborateurs hongrois, restaient fixés sur leur objectif, détruire les Juifs. En juin 1944, ils étaient en train de déporter 437 000 Juifs hongrois vers le camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. Ils enregistraient et documentaient chaque homme, femme et enfant juif qu'ils envoyaient à la mort. La vulnérabilité du peuple juif à cette époque et les efforts pour détruire la vie juive ne se limitaient pas à l'Holocauste en Europe. Même hors d'Europe, au Moyen-Orient, les Juifs faisaient face à des ennemis voulant leur destruction. Les Juifs n'avaient ni État, ni armée, ni aucun moyen de protection. Début juin, une autre date souligne brutalement ce point. Les 1er et 2 juin 1941 à Bagdad, le Farhoud, un pogrom violent qui a ravagé une communauté juive qui y prospérait en Irak depuis plus de 2500 ans. En l'espace de 2 jours, les Juifs qui avaient été essentiels à la vie culturelle et économique de l'Irak se sont retrouvés totalement sans défense, alors que des foules musulmanes attaquaient des maisons, pillaient des biens et assassinaient des hommes, des femmes et des enfants juifs dans les rues de Bagdad. Tout cela a pris fin avec la création de l'État moderne d'Israël. Et ici, nous passons à la prochaine date de cette semaine, au 5 juin 1967. La guerre des 6 jours débute et marque le changement plus que tout autre événement. Seulement 22 ans après les camps de la mort, après la tentative de notre anéantissement, 7 armées arabes se sont mobilisées avec un seul objectif ouvertement déclaré: finir ce que les nazis avaient commencé. Mais cette fois, le peuple juif n'était ni dispersé, ni sans État, ni sans défense. Cette fois, nous avions un État, nous avions une armée. Pour la première fois en 2000 ans, nous avions la capacité de nous protéger nous-mêmes. Quand ces armées se sont rapprochées, Israël n'a pas simplement attendu d'être massacré. Nous avons riposté et nous avons remporté une victoire décisive, absolue. Mais cela n'a pas découragé nos ennemis. Le 7 juin 1981 est un autre jour important de cette semaine, lorsqu'Israël a mené l'opération Opéra. L'Irak, le même pays où les Juifs avaient été pourchassés lors du Farhoud seulement 40 ans plus tôt, cherchait maintenant à construire une arme nucléaire dans son réacteur d'Osirak. Une bombe créée pour menacer Israël de destruction totale. Israël n'a pas attendu de voir la suite. Nous avons déjà vécu cela et savons ce que c'est. Nous avons assuré notre survie en éliminant la menace nous-mêmes. C'était un acte brillant d'autodéfense préventive. Mais le monde, lui, ne pouvait pas supporter que des Juifs se défendent à nouveau. Le Conseil de sécurité de l'ONU et l'Assemblée générale des Nations unies ont multiplié les condamnations contre Israël. Les médias occidentaux ont fait une crise. Le New York Times a qualifié la frappe d'inexcusable et de manque de vision, tandis que le Los Angeles Times est allé jusqu'à qualifier cela de terrorisme d'État. Le monde a toujours eu du mal à accepter que les Juifs refusent d'être vulnérables. Cela vous dit quelque chose. Et puis, 1 an plus tard, le 6 juin 1982, Israël a lancé une nouvelle opération, Shlomo Galil. J'étais alors l'un des parachutistes de Tsahal qui ont navigué tard dans la nuit avant de débarquer cette fois sur les plages de la rivière Awali près de Damour, au Liban, pour démanteler l'OLP qui, pendant des années, avait attaqué nos civils dans le nord d'Israël. L'OLP, une organisation déterminée à nier l'autodétermination juive et à orchestrer des attaques contre les civils israéliens. Et malgré des années de garanties internationales et les efforts israéliens pour trouver une résolution pacifique à la situation avec le Liban, en ce 5 juin, nous nous retrouvons une fois de plus à opérer là-bas. Mais aujourd'hui, une nation marquée par les événements du 7 octobre, choquée que nos ennemis ne partagent pas le désir de paix et de compromis. Les concessions faites pour la paix, la cession de territoire et la reconnaissance d'un ennemi juré ont été utilisées pour tenter encore de nous anéantir.
Cette fois, les pogroms subis par nos ancêtres en Europe ou dans le monde musulman ont eu lieu dans l'État censé empêcher leur retour. La différence, c'est que cette fois, nous n'avons pas à attendre des libérateurs ou des protecteurs qui ne se sont jamais présentés quand il le fallait. Maintenant, nous prenons notre sécurité en main et nous éliminons les menaces dirigées contre nous. J'insiste sur les menaces. Nous ne sommes pas l'agresseur ici. Les preuves sont là, sous les yeux de tous ceux qui veulent les voir. Voici la ville arabe d'Al-Fam, dans l'État d'Israël. C'est l'une des quelques 144 villes et villages arabes israéliens. Ce sont des citoyens israéliens à part entière avec des droits égaux. Ensuite, certaines zones sont attribuées par l'accord à l'autorité palestinienne. Ils prospèrent et se développent, tout comme Gaza l'a fait, tant qu'ils n'essayent pas de nous attaquer. Comme le royaume de Jordanie, visible ici par une soirée claire depuis le centre de Jérusalem. Les lumières proches sont des maisons arabes dans les zones de l'autorité palestinienne, celles au loin viennent de Jordanie. Nous avons montré quelles sont nos capacités au cours de ces 2 ans et demi de guerre. Tant qu'ils nous respectent, il n'y aura aucun problème. Si Israël avait voulu commettre un génocide ou coloniser, il n'y aurait plus aucune des villes ou cités que vous avez vues ici. Nous n'aurions pas abandonné les territoires que nous avons pris le 5 juin 1967, ni les terres dont nous nous sommes retirés au Liban et aussi à Gaza. Nous y sommes retournés pour une seule raison. Au lieu de construire un avenir et d'accepter notre existence ici, l'ennemi a décidé qu'il serait judicieux d'exploiter nos gestes de paix afin d'essayer de nous détruire. Ça n'a pas marché. Tant qu'ils ne commettent pas l'erreur de nous menacer, ces lumières que vous avez vues sur ces images continueront de briller. S'ils décident de suivre la voie du Hamas ou du Hezbollah, ils apprendront la même leçon. S'en prendre à Israël n'est pas une idée intelligente. Je reviendrai dans un instant sur la position d'Israël au 5 juin, mais d'abord, je souhaite évoquer l'actualité pour vous donner le contexte nécessaire à la compréhension de la situation. Les principaux sujets cette semaine concernent les évolutions au Liban, à Gaza et bien sûr les tensions rapportées entre Netanyahou et Trump. Je vais commencer par cela pour clarifier la situation. Combien de fois a-t-on évoqué ces soi-disant tensions au cours de l'année écoulée? Chaque fois que les gros titres annoncent la nouvelle. Et ensuite, Trump remet les pendules à l'heure. Comme en janvier dernier, nous avons vu que Trump et Netanyahou manipulèrent les médias, dont l'intérêt à relayer l'information est évident. D'abord, attirer l'intérêt et gagner en visibilité. Mais il y a aussi un autre aspect. Ils veulent nuire à la position d'Israël et à Netanyahou politiquement, surtout en année électorale. Mais il se passe bien plus de choses, beaucoup plus en coulisses. Le correspondant politique de Galilée, Yaakov Bordega, a signalé un important désaccord entre Trump et Netanyahou lors de leur échange. Cela n'est jamais allé jusqu'à la colère ni les propos rapportés par le journaliste israélien Barak Ravid, je le souligne. Oui, Trump a bien confirmé le fait qu'il a dit que Netanyahou était fou, mais oui, à ses yeux, Netanyahou est fou de continuer la guerre. Mais il y a des tensions tout le temps entre les dirigeants. Ils représentent tous les deux des intérêts différents et des pays différents. Et pour Trump, il est très important de montrer à tous ceux qui croient que Trump est dirigé par Netanyahou qu'il reste le président de la nation la plus puissante du monde. Barak Ravid déclare avoir parlé directement avec Trump et avoir été informé de l'échange. Mais il a ajouté que sa source à la Maison-Blanche, c'est elle qui lui a donné les détails approximatifs des choses que Trump aurait soi-disant dites. J'ai travaillé de nombreuses années avec les médias, au bureau du Premier ministre à Jérusalem et avec divers premiers ministres. On m'a parfois demandé d'être une source anonyme pour diffuser certaines informations pour diverses raisons. Et il y avait un journaliste particulièrement en vue, qui écrivait pour le journal au slogan « All the news that's fit to print », un parfait crétin dont nous savions qu'il serait utile et que nous pouvions manipuler comme nous le voulions. La même chose se passe ici, mais dans la direction opposée. En ce qui concerne ce qui se passe au Liban, il est important de se rappeler qu'Israël a déjà éliminé plus de 10 000 terroristes du Hezbollah, dont 2 500 depuis le lancement de la guerre du Lion et 800 depuis le soi-disant cessez-le-feu. À titre de comparaison, pendant toute la Seconde Guerre du Liban, Israël n'a tué que 700 membres du Hezbollah. Le Hezbollah compte maintenant aussi des dizaines de milliers de blessés, ces victimes du Beeper. Israël occupe des centaines de kilomètres carrés, anéantit systématiquement des villages depuis les airs et sous terre, établit des positions, et cette semaine a même pris la forteresse stratégiquement située de Bafar, dans le sud du Liban. Certains, dans la communauté internationale, la France et l'ONU, insistent sur le respect du cessez-le-feu. Nous sommes déjà passés par là. En 1978, la résolution 425 de l'ONU crée la FINUL pour arrêter l'OLP. Le résultat ?
Échec. En 2006, la résolution 1701 de l'ONU élargit la finule pour désarmer et arrêter le Hezbollah. Le résultat? Eh bien, encore un échec. L'histoire a prouvé que les garanties internationales sur papier ne valent rien et laissent le peuple juif exposé à ceux qui souhaitent nous anéantir. Mais pendant que tout cela se passe, Israël ne peut pas se permettre de compromettre ce qui se joue entre les États-Unis et l'Iran concernant l'enrichissement de l'uranium et peut-être même la chute du régime iranien. Et donc, le Premier ministre agit intelligemment et coopère avec le président des États-Unis. Sur Gaza, le correspondant militaire de Channel 14 Tamir Morag l'a parfaitement résumé dans une publication cette semaine. Il dit que, discrètement et oui, même lentement, Israël est en bonne voie dans les semaines à venir pour achever l'élimination de la présence du Hamas dans 70% de la bande de Gaza. Il ne s'agit pas des zones vides, mais de zones qui, au début de la guerre, abritaient des centaines de milliers de personnes. Dans les 30% restants de Gaza, le Hamas n'est plus qu'une pâle ombre de ce qu'il était au début de la guerre. Ses commandants militaires sont éliminés les uns après les autres et il n'ose pas, ou il n'est peut-être même pas capable de lancer ne serait-ce qu'une seule roquette en direction d'Israël. Cependant, il dit que nous ne devons pas nous faire d'illusions. Le Hamas contrôle toujours le centre de la bande de Gaza. Il reconstruit ses forces et se prépare à une nouvelle confrontation avec Israël. Le travail, a-t-il dit, n'est pas terminé et les objectifs n'ont pas encore été atteints. Le cadre du cessez-le-feu est effectivement mort. Le Hamas, comme prévu, ne s'est pas désarmé, et Israël grignote systématiquement le territoire attribué au Hamas dans le cadre de l'accord. C'est désormais une stratégie, et elle doit se terminer par l'élimination totale du cancer du Hamas dans la bande de Gaza. Également à Gaza cette semaine, la force d'intervention d'élite israélienne, Nili, une unité conjointe du Mossad et du Shin Bet, créée pour traquer et éliminer chaque terroriste du Hamas ayant participé ou planifié l'attaque du massacre du 7 octobre, ils ont localisé, identifié et éliminé Youssef Aishawad Rahman, le commandant adjoint du Nukba-Cell terroriste du Hamas. Rahman a participé à l'enlèvement de Or Levy, Alon Ahad, Eli Cohen et Feu Hersh Goldberg Poland, qui a été assassiné par le Hamas alors qu'il était en captivité. Cette unité a excellé dans la collecte de preuves et l'identification et la localisation des auteurs des atrocités du 7 octobre, et c'est la seule façon de s'en débarrasser. Ne pas les traduire en justice et ne pas les condamner à mort. Je m'oppose à la peine de mort en Israël, car elle ferait des terroristes des célébrités internationales et permettrait au gouvernement européen de se déculpabiliser à nos dépens. Les mêmes personnes ont défendu Eichmann et disaient qu'il ne fallait pas le condamner à mort. Et souvenez-vous, s'il y a jamais eu dans l'histoire de l'humanité une personne qui méritait plus la peine de mort, c'était Adolf Eichmann. Alors, éliminez-les sur le champ de bataille, discrètement et systématiquement, en nous libérant de leur présence et ne les amenez pas en Israël. Pendant ce temps, beaucoup ici en Israël se plaignent et disent que nous revenons aux circonstances et aux erreurs du passé. Le point est le suivant. Battre en retraite et tenter d'apaiser l'ennemi en se concentrant uniquement sur la défense ne les a qu'encouragés. Cela a renforcé non seulement leur détermination, mais aussi le développement de leurs capacités. En termes de chiffres purs, peu importe combien d'entre eux nous neutralisons. Ils sont nettement plus nombreux que nous. Ils ont aussi acquis des capacités qui nous menacent stratégiquement. Seule la chance les a empêchés d'exécuter leur plan le 7 octobre. Pendant des années, ils ont eu des capacités tactiques, des tirs de roquettes et des attaques terroristes perturbant la vie quotidienne, aussi tragiques soient-elles, sans menacer notre existence même. Fermer les yeux et tolérer leur agression ainsi que leur violation des accords n'a fait que les renforcer. La guerre actuelle consiste à démanteler systématiquement les menaces qui pèsent sur notre survie existentielle. Dans l'ensemble, lors de cette guerre à Gaza, Israël a pris 220 km². Au Liban, Israël a jusqu'à présent occupé 600 km². En Syrie, Israël contrôle environ 1000 km², officiellement moins, mais en réalité plus. Le Hamas, en agissant de façon prématurée, a fini par attribuer à Israël une zone d'influence près de 10 fois plus grande qu'auparavant, permettant à Israël d'accroître sa puissance géographique et stratégique. J'ai débuté l'émission en évoquant la position d'Israël et du peuple juif le 5 juin au fil des ans. Je veux terminer aujourd'hui en regardant où en est Israël en ce 5 juin. Le nouveau shekel israélien est aujourd'hui l'une des monnaies les plus fortes au monde, atteignant face au dollar et à l'euro un sommet inédit depuis 33 ans,
Cela fait suite à la hausse remarquable de 3,1% du PIB d'Israël l'an dernier, défiant toutes les prévisions internationales. L'hebdomadaire britannique The Economist a classé Israël comme la 6e économie la plus forte du monde développée, devant l'Allemagne, devant le Royaume-Uni et même devant les États-Unis. Tout cela survient alors qu'Israël mène une guerre sur plusieurs fronts, subit des campagnes de désinformation, des boycotts et l'hostilité diplomatique d'une grande partie du monde musulman et de l'Europe. Nous sommes un pays de la taille d'un canton européen moyen, avec moins d'habitants que beaucoup de grandes villes mondiales. Pourtant, notre économie figure parmi les plus fortes de l'Occident. Notre taux de natalité est le plus élevé du monde développé. Nous comptons parmi les nations les plus heureuses et sommes premiers chez les moins de 25 ans. Alors, pour tous ceux qui nous détestent, vous avez échoué. Tout ce que je peux dire, c'est ceci, allez-y, je vous attends. Continuez de détester, c'est ce qui nous pousse. Ceux d'entre vous qui nous détestent le font parce que vous êtes malheureux, que vous menez des vies sans but, sans direction ni objectif. Alors, vous devez vous inventer un but en détestant les Juifs. Vous êtes envieux et pathétique, ignorant, sans but, sans enfant, insignifiant, vide, et vous nous maudissez. Vous êtes aussi une blague parce que vous manquez tellement d'originalité. Tout cela est déjà arrivé, nous sommes déjà passés par là. Pas seulement la haine, la violence, mais l'essence même. Ceux qui cherchent à nous maudire finissent par nous bénir. Ceux qui cherchent à nous maudire finissent par nous renforcer. Tiré directement de l'histoire biblique de Balak, tu es comme l'âne de Balaam. Contrairement à l'âne de Balaam, vous ne voyez pas la vérité. Vous ressemblez à Balaam, ce prophète à gages, que l'on pouvait acheter comme beaucoup d'entre vous. Il avait des compétences et les utilisait avec un effet dévastateur, mais il n'avait aucun engagement, aucune loyauté, aucun ancrage dans l'humanité. Balaam a été engagé pour nous maudire et a fini par nous bénir. Et juste pour que vous le sachiez, il existe des preuves indépendantes que Balaam a réellement existé. Une découverte archéologique en 1967 près du Jourdain a révélé une inscription sur le mur d'un temple païen datant du 8e siècle, AVJC, qui fait référence à un voyant nommé Balaam ben Béor, dans des termes très similaires à ceux du passage de la Bible. Et le passage biblique hebdomadaire, la paracha de Balak, sera lu à la fin du mois de juin, oui, vous l'avez deviné. Je conclurai avec ces paroles, dites il y a des milliers d'années, qui décrivent exactement la situation actuelle en Israël. Ils ne voient pas de méchanceté en Jacob, et ils ne voient pas d'injustice en Israël. Le Seigneur leur Dieu est avec eux, et l'acclamation d'un roi est au milieu d'eux. Voici, un peuple se lève comme une lionne et se dresse comme un lion. Il ne se couche pas avant d'avoir dévoré sa proie, et ensuite, la bénédiction qui a résonné à travers toute notre histoire. Quelles sont belles tes tentes, Yaakov, tes demeures, Israël. Elles s'étendent comme des vallées, des jardins au bord d'une rivière. Il s'accroupit, il se couche comme un lion. Qui ose le réveiller? Bénis soient ceux qui te bénissent, et maudits soient ceux qui te maudissent. Bénédiction à vous tous qui vous joignez à Israël et à nous aujourd'hui. Je suis Daniel Siman, merci d'avoir regardé Straight Up sur JNS TV depuis la capitale éternelle du peuple juif, Jérusalem, Israël. Je vous retrouve la semaine prochaine.